Bonjour Julie, Bonjour, tu vas bien? très bien. Julie, tu es Head of Product Strategy à Deezer, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter, même si beaucoup de monde connaît ce qu'est Deezer, la société, depuis quand ça existe, qu'est-ce que ça fait, à qui ça s'adresse et si vous avez différents produits? Oui, donc Deezer, c'est assez connu en France. Donc, c'est un service de musique en ligne. Donc, l'objectif, quand ça a été lancé en 2007, notamment par Daniel Marilly, c'était de rendre la musique accessible à tous. Mhm. Donc, c'était une époque où c'était le début du téléchargement des MP3, etc. Donc, au début, ça a commencé par une société qui s'appelait Blog Music, qui permettait à tous d'uploader des MP3 et de les partager avec les autres. Et donc petit à petit, c'est devenu Deezer qui ensuite a passé des accords avec les labels pour avoir un catalogue. Donc aujourd'hui, on a 40 millions de titres. Et donc notre challenge, c'est maintenant, côté produit, non seulement de rendre ces titres accessibles, mais en plus de faciliter la découverte musicale pour nos utilisateurs. Ok. Et du coup, tu nous as donné une idée du volume de titres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre masse d'utilisateurs et globalement où est-ce que il se situe en majorité? Alors on a 10 millions d'utilisateurs mensuels. Dont une majorité en France qui est notre base d'utilisateurs principale, mais on s'étend aussi notamment au Royaume-Uni, Mhm. Allemagne, Brésil, et on a lancé des partenariats aussi pour les États-Unis. Ok. Et du coup, vous êtes combien de personnes à peu près à Deezer pour qu'on ait une idée? Alors on est presque 400. D'accord. Et majoritairement en France, j'imagine? Oui, oui, donc le headquarter est à Paris et on a nos équipes commerciales, qu'on appelle commerciales, qui sont à Londres, donc qui regroupent marketing, CRM, PR, etc. Ok. Et donc toute la partie produit est à Paris. Oui, 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 tech et produits est à Paris. Ok. Et ça représente combien de personnes pour qu'on ait une idée? Tech et produits, c'est plus de 150 personnes. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu maintenant, de ton cursus, de tes expériences pro passées et des événements marquants qui font qu'aujourd'hui tu es Head of Product Strategy à Deezer? Voilà, alors mon parcours. Donc moi à la base, j'ai toujours voulu faire de l'informatique. Donc on Ok. me demandait ce que je voulais faire, j'ai toujours répondu ingénieur informaticien. Ce que j'ai fait, j'ai fait une école d'ingénieur, donc l'UTC à Compiègne. Ok. Euh, j'ai complété ça par un diplôme en business à Berkeley, Ok. donc en business international, parce que justement je voulais être à mi-chemin entre la technique et le business. J'ai commencé ma carrière, j'ai passé 3 ans et demi chez Microsoft. Mhm. J'ai eu des rôles en marketing et en évangélisation technique, donc toujours un petit peu entre les deux. Je suis arrivée chez Deezer il y a bientôt 4 ans. À la base, je travaillais sur la plateforme et donc l'objectif c'était d'intégrer Deezer dans des applications tierces, Ok. donc faire des partenariats avec soit des développeurs de start-up, des constructeurs, etc. Ok. Et à l'époque, c'est le moment, 6 mois après, il y a une équipe produit qui s'est construite. Ok. Et donc j'étais une des premières personnes à faire partie de l'équipe produit. Donc, avant ça, c'était une équipe produit qui était seule à gérer le produit. Et arrivé à un certain niveau, une certaine masse critique d'utilisateurs, ça devenait compliqué de tout gérer. Mhm. Donc c'est le moment où l'équipe s'est structurée. Donc j'ai commencé à être product manager sur le moteur de recommandation, donc Ok. notamment la fonctionnalité qui s'appelle Flow, D'accord. qui est un flux continu de recommandations. Donc vous faites play, vous avez de la musique qui est adaptée en fonction du contexte, des goûts d'utilisateurs, etc. J'ai fait ça pendant 2 ans. Je me suis occupée aussi du moteur de recherche et tout ça pour finalement arriver à un point où on avait besoin de quelqu'un qui prenne du temps pour réfléchir plus à la stratégie produit à long terme. Mhm. Et en étant product manager au quotidien sur une fonctionnalité, c'est difficile de prendre le recul nécessaire pour vraiment choisir les axes de différenciation, comment est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce qu'on offre, etc. Et donc c'est là qu'il y a 6 mois, il y a un rôle de product stratégique qui a été créé. Et donc ça fait quelques mois que je m'occupe de ça maintenant. Ok. Et ça, du coup, avant, c'était une fonction qui était portée par le CEO. Ouais, CEO et puis VP produit. Ok.
Et du coup, mais ça demande, mine de rien, une expertise sur le produit, une expertise des utilisateurs. Et donc, évidemment, la stratégie globale de Deezer, elle est portée par le CEO, le top management, mais aussi avec le conseil de l'équipe Product Strategy qui, elle, est vraiment garante de l'expérience utilisateur. ok. Donc du coup, toi, si je résume, au quotidien, tu travailles avec ces gens-là en amont, avec, on va dire, des équipes plus techniques, plus terrain, et ce que tu parlais un petit peu au début, c'était d'avoir des équipes par fonctionnalité, un petit peu dans le produit, c'est ça? J'imagine que tu te réunis un petit peu avec chacune, ou tu vois une seule personne dans chacune de ces équipes, comment ça se passe? Alors, il y a de tout. D'accord. Dans le process, en fait, dans l'équipe Product Strategy, on a la responsabilité de trois choses. La première, c'est s'assurer du suivi de la performance des fonctionnalités. Ok. Et de la valeur qui est associée par les utilisateurs à ces fonctionnalités. Donc on est responsable d'un framework d'évaluation des fonctionnalités pour dire ça marche, ça marche pas, ça a de la valeur, ça a pas de valeur, cette fonctionnalité c'est un must-have ou en fait c'est pas indispensable. Enfin voilà, on a ce niveau d'analyse de notre produit actuel qui comprend mine de rien, on s'en rend pas compte parce que ça paraît simple, mais en fait il y a plus de 300 fonctionnalités. Ok. Si on les découpe, ça fait beaucoup de choses. Donc il y a cette partie d'analyse et de savoir où on en est. Alors, je te coupe, mais du coup, sur ce framework, qu'est-ce qui vous permet un petit peu de faire la part des choses entre certaines et d'autres? Comment vous notez les choses? Quels sont les critères les plus importants à vos yeux? Donc on utilise l'analyse de canaux, Ok. qui est un framework d'analyse qui consiste à interviewer une masse assez significative d'utilisateurs et à leur demander à quel point ils sont satisfaits d'avoir une fonctionnalité, à quel point ils seraient insatisfaits de ne pas l'avoir, et ça permet d'en déduire en fait la valeur associée à une fonctionnalité. Okay. Et du coup, vous vous adressez à un panel du coup de vos utilisateurs. Comment vous le critérisez un petit peu ce panel? Est-ce que c'est random? Est-ce que c'est de l'AB? Non, c'est en CRM vu que c'est des questions qualitatives, mais par contre qui sont posées à un échantillon assez quantitatif d'utilisateurs. Ouais. En fait, on a la chance d'avoir une base avec plusieurs millions d'utilisateurs et du coup d'avoir des échantillons statistiquement représentatifs pour faire ça. Ok. Bon, c'est super. Et du coup, vous, donc, ça vous permet, on va dire, de décider, de prendre des décisions sur qu'est-ce qui va être le plus important ou le plus urgent ou le plus simple à mettre en place, et donc de définir un peu votre backlog, c'est ça? C'est ça, et surtout, nous, on est vraiment sur la définition de la roadmap à 6 mois, 1 an, et même vision produit sur 2 ans et plus. Okay. Après, c'est les product owners et product managers qui sont responsables, eux, de l'implémentation, de l'A/B testing, plus de l'optimisation d'une fonctionnalité au jour le jour. Donc toi, tu leur donnes, on va dire, les grandes lignes, c'est ça? Tu leur laisses un cadre super souple, ou tu leur donnes aussi des KPI ou des objectifs à atteindre ou d'autres choses? Alors, nous, côté stratégie, on leur donne une vision globale. Ouais. Et ensuite, on est plus dans un rôle de consultant vis-à-vis des product managers. Donc après, eux, ils sont libres et ils sont responsables de ce qu'ils font. Donc moi, j'ai 100% confiance dans l'équipe. Donc eux, ils sont responsables de l'implémentation et c'est juste un rôle de consultant pour les aider à choisir les bons KPI pour mesurer, etc. C'est vraiment plus un rôle de partager l'expérience produit, s'assurer qu'ils vont dans le bon sens, mais ensuite, c'est eux qui sont responsables de leur fonctionnalité. Donc on a la chance d'avoir dans le panel des vidéos que je fais pas mal de product owners, de product managers. Donc c'est des choses qu'on commence déjà, ou je sais pas quand sera diffusée ta vidéo, mais qu'on commence déjà à bien voir dans notre flux. On va revenir du coup sur la partie stratégie, puisqu'on a la chance de t'avoir et qui du coup a une fonction un peu plus coupole sur tout ça. Comment ça se passe au niveau, on va dire, donc déjà du board, mais je sais pas comment ça se passe à dire, mais potentiellement des investisseurs aussi. Quel est le rapport entre les uns et les autres par rapport à qui porte la vision produit et comment on va de l'avant, et est-ce que on va dire la fonction data science vient on va dire sourcer tout ça, ou plutôt valider ou invalider des hypothèses? Alors en fait, ça, je pense que c'est quelque chose qui est propre à la relation qui porte la vision produit, etc. Ça dépend beaucoup de comment l'entreprise est structurée. Okay.
Chez Deezer, le produit est assez central dans le business, donc évidemment la vision produit influe un petit peu influe quand même beaucoup la stratégie business aussi. Mais c'est un consensus, c'est-à-dire que là où on veut aller, c'est un consensus entre l'équipe de top management et l'équipe produit. Donc concrètement, c'est des workshops et des discussions tous ensemble sur le meilleur positionnement à avoir. Et ça, malgré la quantité de data qu'il y a disponible, il y a plusieurs choses. Donc il y a la data science et tout ce qui peut être analytique sur le produit qui donne une photo de ce qu'est le produit à un instant T ou de ce qu'il a été. Ouais. Mais il faut se méfier énormément parce que ça donne pas la vision du futur. C'est ça. La projection est souvent loin de la réalité, en fait. Voilà, et ce qui se passe sur un produit à un instant T, c'est largement induit par comment est fait le produit. Par exemple, sur Deezer, on pousse des playlists, donc forcément, il y a énormément de streams sur des playlists. C'est un indicateur de est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on performe sur ces critères, mais c'est en aucun cas un indicateur de ce qui va être l'avenir. Parce que ce qui va être l'avenir, ça va dépendre de comment est-ce qu'on le construit, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on se base aussi sur beaucoup de market research. Donc on travaille, moi personnellement, je travaille beaucoup avec l'équipe de market research et sur moi, ma propre veille technologique sur où vont les technologies, où va le marché. Donc on sait que par exemple dans des tendances qui sont avérées maintenant, on a l'émergence des interfaces conversationnelles, bientôt ce qu'on appelle les ambient UX, donc le fait de pas nécessairement avoir une interface, et avec l'émergence de la voix, c'est vraiment plus de plateforme, plus d'interface, et tout est directement à la demande. Il y a aussi énormément d'évolutions sur nous, sur notre industrie au niveau de la musique. Voilà, on est une plateforme de distribution clé. On doit aussi être à la pointe dans les services qu'on propose aux artistes, aux créateurs, aux labels, etc. Les modèles évoluent. On voit que nous, dans notre sphère, le live est de plus en plus important. L'interactivité dans les applications, c'est devenu aussi un must-have. Enfin voilà, on a aussi tout ça à prendre en compte. Et ça, c'est des choses qui ne se voient pas en data science. Et donc, il faut toujours être bien au clair sur qui on est, quel est notre positionnement, qu'est-ce que les utilisateurs attendent de nous en termes de job. Donc, on se base beaucoup sur les jobs to be done. Mais la solution à ce job, ce qu'on fait maintenant, c'est pas forcément ce qu'on devra faire plus tard. Et donc après, c'est une question de... C'est alimenté, c'est data-driven, mais il y a quand même des partis pris à avoir. Donc on fait des hypothèses, on les suit, et après, on pourra seulement savoir dans le futur si c'est pareil ou pas. Et ce futur, justement, il y a 2 semaines, il y a 1 an, c'est en fonction de la taille des implémentations que vous avez faites. Si par exemple, tu parlais des interfaces intangibles, voilà, imaginons que vous le mettez en place, combien de temps vous vous donnez par rapport à quelque chose de cette taille-là et l'existant de votre produit aujourd'hui? Alors en fait, on a 1000 choses à faire sur notre produit. Donc là, on a des roadmaps qui sont... on sait quoi faire déjà sur les 6 prochains mois sans aucun doute. Et du coup, là, ces choses-là qui se prévoient, c'est plus sur 6 mois, 1 an et demi. D'accord, ok. Ça permet de donner une bonne échelle. Du coup, donc cette vision stratégique, j'imagine que vous sourcez à la fois sur ce que vous voyez chez des concurrents, mais aussi chez des gens qui n'ont rien à voir avec votre métier, pour essayer d'un peu extraire le meilleur jus et d'en faire quelque chose à votre sauce. Est-ce que vous avez des techniques, des conseils à donner pour s'inspirer de ce qui existe ailleurs? Déjà, curiosité. Ouais. Prendre le temps de sortir de son bureau. Ouais. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus, clairement, parce qu'à chaque fois que je le fais, je me rends compte que c'est vraiment utile. C'est pas seulement rester borné sur son industrie. Parce que nous, si on se contente de regarder seulement nos concurrents directs, on serait très limité en termes d'imagination.
Et donc, il faut vraiment aller voir aussi d'autres industries pour pouvoir faire des parallèles sur ce qui se passe. Et moi, dans mon rôle, j'essaye autant que possible de ne pas me mettre de barrières par rapport à ce que je connais. Ok. C'est-à-dire que comme justement j'ai un profil assez technique, je suis très réaliste sur notre capacité à délivrer quelque chose. Et c'est quelque chose que je me force à oublier de temps en temps, de me dire j'oublie tout ce qui existe et je me force à imaginer qu'est-ce que je ferais s'il n'y avait aucune limite. Ouais. Et on a mis en place aussi pour stimuler un peu la créativité, l'innovation, pour se permettre d'aller plus loin. On organise régulièrement des workshops qui sont intégrés des design sprints. Ok. Et on n'a pas la liberté, pour l'instant on n'est pas allé jusqu'à mobiliser des gens sur 5 jours vraiment, mais on le fait sur une journée où on prend des employés de tous les départements et on les mobilise sur une problématique. Et justement, comme eux ne sont pas nécessairement dans le département produit ou technique, ils peuvent aussi se permettre d'imaginer plein de choses et à chaque fois, ce qui en sort est assez intéressant. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a des utilisateurs qui participent à ce genre de choses? Alors, on ne l'a pas encore testé. Ok. Alors, on ne l'a pas encore testé parce que les utilisateurs, ils ont tendance à être encore plus biaisés que nous par ce qu'est le produit actuellement. Ouais. Ils voient le produit en tant que ce qu'il est et pas en tant que ce qu'il pourrait être ou juste le pain point qu'ils ont eux par rapport à quelque chose de très spécifique en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est pas forcément l'interview utilisateur, c'est toujours à double tranchant. Ok. Et à chaque fois qu'on a tenté de les mobiliser, ils étaient finalement moins créatifs parce qu'ils s'imaginent pas tout ce qu'on pourrait casser en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que ça vous incite pas à le faire, on va dire, de manière plus ouverte, avec sans pointer du doigt un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs en particulier, mais à laisser un endroit, on va dire, de co-conception pour les gens qui ont vraiment beaucoup d'imagination et qui sont force de proposition sur des domaines un peu plus, on va dire, un peu moins liés au produit tel qu'il est aujourd'hui. Ou non, finalement, il vaut mieux que ça vienne de vous, puisque c'est vous qui portez aussi l'ADN du produit et l'historique et tout ça, ou c'est un mix des deux? C'est un mix des deux. C'est un mix des deux et il n'y a pas de... Enfin, là, on est encore en phase d'expérimentation, donc effectivement, ça pourrait être des choses qui sont testées en interne. On fait aussi des hackathons, etc., pour que tout le monde puisse se lâcher, faire émerger un maximum d'idées. Après, justement, j'ai pas encore la solution miracle et je pense que si elle existait, on le ferait tous. donc non, voilà, je pense que c'est plus au fil de l'eau. On va tester plein de choses et on va voir. Okay. Et on va voir, et surtout pour ma part, je néglige pas non plus l'importance de l'UX et du design dans les solutions qu'on propose. Donc c'est-à-dire que c'est pas nécessairement dans l'utilisation de nouvelles technologies où je pense que le salut de Deezer est pas nécessairement dans la VR par exemple, mais ça peut être surtout est-ce qu'on est bon à servir l'utilisateur sur le bon job de la façon la plus simple possible. Okay. Et ça, avec les outils qu'on a actuellement, je suis déjà convaincue qu'on pourrait déjà faire beaucoup mieux et qu'il y a une question d'expérience qui est très importante. Okay. Donc on va chercher aussi à innover, pas tant dans la technologie, mais aussi dans la façon dont on l'a fait aborder aux utilisateurs. Puisque c'est la clé, finalement. Du coup, votre produit est très orienté contenu. Le contenu, en l'occurrence, ça fait quasiment partie intégrante de votre produit. Comment vous vivez cette relation où c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément la main et c'est les labels qui produisent, c'est les artistes qui produisent. Finalement, je schématise un peu, mais on vous livre quelque chose qui est déjà fait et c'est toute une partie sur laquelle vous ne pouvez pas décider. Et même si vous avez potentiellement des métriques ou des indicateurs qui vous disent qu'il faut que les gens sont en attente de plus ou moins de musique de ce genre-là ou de tel autre genre, comment vous viviez ce rapport de on n'a pas la main sur cette partie-là et pourtant il faut qu'on le mette à disposition des utilisateurs? C'est un petit peu moins mon domaine, je dois avouer. Okay. sur la partie contenu, mais
Alors, En fait, si nous, tu, on si tu veux, on va... peut essayer de le rapprocher de ce que tu faisais avant sur le moteur de recherche et de suggestion. Aujourd'hui, finalement, alors, sans aller dans le détail de l'algo, mais globalement, comment vous faites pour dire, voilà, globalement, en tant qu'utilisateur, tu aimes ça, mais peut-être que tu aimerais ça, ou il y a ça qui vient de sortir, ou il y a ça qui est existant depuis très longtemps, mais ça peut t'intéresser. Euh, non, sur la problématique du contenu, donc on a un catalogue de 40 millions de chansons. Et effectivement, on sait que les écoutes, elles sont très polarisées sur la popularité. Donc voilà, il y a énormément, enfin la majorité des utilisateurs écoutent beaucoup le top 100, top 1000, etc. Et donc on n'est pas en manque de contenu à recommander, étant donné que voilà, il y a 90% des écoutes qui vont se concentrer sur le top 10% du catalogue. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 90% du catalogue qui reste à explorer. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver les pépites dans ce qu'on appelle chez nous le back catalogue. Et pour ça, on a plusieurs solutions. Donc, soit, après, tout est une question de paramètres dans l'algorithme, soit on permet aux algorithmes d'aller s'aventurer un petit peu plus loin. Et de définition de pépite aussi, qu'est-ce qu'une pépite dans l'absolu? Est-ce que c'est une pépite pour vous, pour les utilisateurs, pour les deux dans l'idéal? Oui, enfin pour nous utilisateurs, nous on n'a pas d'intérêt à privilégier quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre. Enfin, nous, ce qui est important, c'est que les utilisateurs s'y retrouvent. Ouais, Enfin, c'est d'avoir des utilisateurs engagés. Donc si on est bon à recommander quelque chose qu'ils aiment, c'est ça qui est important pour nous. Et donc on a une équipe qu'on appelle des éditos. Qui sont eux experts sur des pays ou sur des genres et qui vont être capables de créer des playlists et justement de trouver un équilibre entre ce qui est populaire actuellement et ce qui pourrait émerger. Et récemment, on a lancé un programme qui s'appelle Deezer Next, qui vise nous à faire la promotion de certains artistes qui sont en train d'émerger. Donc on est en train de réfléchir nous à comment, justement, j'ai pas forcément la solution, mais comment est-ce qu'on fait la promotion d'artistes qui sont pas encore connus, aux côtés d'artistes voilà, qui ont déjà fait leurs preuves. Après, c'est pas un sujet facile parce que pour commencer à aimer une chanson, il faut l'avoir entendue plusieurs fois. Et donc c'est pas donc un utilisateur, même si on aimerait tous à penser qu'on adore découvrir de nouvelles choses, quand on le voit dans les faits, c'est pas nécessairement vrai. Enfin, c'est vrai, mais on a plutôt tendance à rejeter ce qu'on connaît pas. Donc quand on va pousser un titre nouveau, ça va être plus facilement ce qu'on appelle skipper. Donc les utilisateurs vont plus facilement passer à la chanson suivante que sur quelque chose de connu. Donc il faut trouver le bon équilibre et justement savoir comment est-ce qu'on mélange en fait des choses connues avec des choses inconnues pour éviter de donner comme ça 50 titres nouveaux. Et on sait que ça c'est plus difficile de prendre le temps d'aller se lancer là-dedans. Donc c'est pour ça qu'en 2014, on a lancé notre fonctionnalité phare qui s'appelle Flow, qui justement mélange des titres de la collection d'utilisateurs avec des titres nouveaux pour justement se dire c'est compliqué d'aller vers quelque chose de nouveau soi-même. Mais si on crée quelque chose qui garde l'utilisateur dans sa zone de confort mais qui en même temps lui permet de découvrir, on essaye de trouver le bon équilibre en fait pour faire ça. Le dosage. Donc ça c'est ce que vous faites, on va dire, vers les utilisateurs. Donc en gros il y a du contenu, il y a votre produit qui vous permet de consommer entre guillemets, et puis vous modularisez ça pour que ça rentre à la fois dans un schéma on va dire psychologique, etc. Côté industrie du disque, de la chanson, de la musique, est-ce que, étant donné devant le nombre de métriques ou de chiffres que vous pourriez leur soumettre, est-ce que vous pensez que ça pourrait faire partie de votre métier, justement, de leur donner un peu cet input, ou non, eux, de toute façon, ils peuvent pas l'intégrer, je sais pas comment ça se passe. C'est un domaine qui m'est assez étranger, donc je préfère poser la question. Si, on travaille dessus. Enfin, on fournit déjà des statistiques d'écoute aux labels, aux artistes, donc ils peuvent savoir quel type d'audience ils ont et comment est-ce que leurs titres performent sur notre plateforme. Donc ça, c'est des informations qu'on leur communique. Ok. Et du coup, tu sens qu'il y a une vague un peu de reflux par rapport à ça? Tu sens que du coup, ça s'adapte ou finalement non, ça les conforte ou pas d'ailleurs? Non, c'est plus... Après, c'est moins mon domaine, je ne veux pas dire n'importe quoi. D'accord. Mais c'est plutôt en termes de ciblage et d'audience. D'accord.
Ok. Donc c'est pas comme s'ils allaient pouvoir changer la chanson pour l'adapter exactement. Ils ont un produit qui est sorti et donc voilà. Mais par contre, ça leur permet de mieux cibler l'audience. Ils vont voir que l'audience de Ed Sheeran, c'est plutôt des jeunes femmes. Ben, ils vont pouvoir plutôt dans leurs actions aller cibler ce type d'audience sur par ailleurs des actions de promotion sur les médias sociaux ou sur les concerts, etc. Ok, donc comme pour vous, finalement, ça peut valider ou invalider des hypothèses. Votre plus grosse complexité par rapport à la stratégie produit aujourd'hui, donc ma question de base c'est quoi, mais est-ce que finalement c'est un bon mix entre ce que tu disais au début, la veille concurrentielle, la veille technologique en général, tout secteur confondu, ce que donnent les utilisateurs, ou non finalement c'est encore d'autres complexités du type juridique ou encore autre. C'est tout en même temps. D'accord, ok. Et comment vous faites pour l'affronter de front? Est-ce que vous le découpez en petits morceaux? Est-ce que chacun porte son petit problème avec soi? Comment ça se passe? Non, justement, il faut réussir à. Et c'est ça la complexité, c'est qu'il faut réussir à. Déjà, il faut réussir à comprendre tout ça, réussir à comprendre les enjeux, les business models. Donc, le business de la musique, c'est un business assez compliqué, avec du coup, on reverse une partie de notre revenu aux ayants droit. Donc, voilà, il faut prendre ça en compte. Les montants qui sont reversés, ils dépendent de comment est-ce que la musique est consommée. Donc, il faut aussi comprendre, faut avoir une bonne compréhension des droits pour potentiellement imaginer des business models. Il faut bien comprendre les utilisateurs pour savoir qu'est-ce que eux veulent faire avec notre produit et où est-ce qu'on va les emmener, connaissant l'évolution des technologies et où est-ce que les technologies vont. Et après, comprendre le produit tel qu'il est, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et comment est-ce qu'on fait bouger tout ça, sachant qu'on a une base. C'est marrant, puisqu'on comptait ça hier, on a une vingtaine d'applications qui sont développées. Donc si on compte tous nos assets, on a un site web, on a une application Android, une application iOS, mais on oublie qu'on a aussi des applications Windows 10, desktop, Okay. On a des applications sur télé, on a une application sur Apple Watch, on a une application sur Chromecast. Et tout ça, voilà, il faut le faire développer, il faut le maintenir, etc. Est-ce que vous disposez d'une API aussi? Évidemment, oui. Donc du coup, vous le comptez comme un produit à part entière aussi, ou non, finalement c'est qu'un socle? Non, c'est un produit à part entière, effectivement. Ok, du coup, ça permet d'avoir une bonne idée à la fois du contexte, des complexités que vous abordez, etc. Maintenant, on va revenir un petit peu sur les métiers produits, si tu es d'accord. Comment tu vois l'évolution? Parce que dans ton cas, finalement, si on résume un petit peu, je vais le faire de manière assez malhabile, mais finalement, c'est une ascension sociale. Donc, le fait de prendre un petit peu de hauteur et de recul un peu à chaque fois dans ta progression au sein de Deezer. Comment tu vois l'évolution à la fois des métiers produits en général et puis finalement les souhaits de carrière qu'on peut imaginer une fois qu'on est product owner, product manager, c'est d'aller de plus en plus haut dans la hiérarchie ou finalement de plus en plus loin dans des choses assez spécifiques dans le produit? Ça, je pense que les deux chemins sont possibles. C'est-à-dire que moi, en travaillant sur la stratégie, je m'éloigne du quotidien de product manager ou product owner, où c'est aussi, mine de rien, créer une nouvelle fonctionnalité, l'optimiser, A/B tester un design ou une construction, c'est quand même intéressant, instructif, et ça apporte aussi sa pierre à l'édifice. Et moi, c'est une partie qui pourrait me manquer dans mon quotidien. Donc il faut, c'est une question personnelle de savoir qu'est-ce qu'on aime le plus. Est-ce qu'on aime aller dans le détail et jouer avec les choses? Et là, dans ce cas-là, il vaut mieux grandir en tant que product manager et continuer dans cette voie-là, dans ce qu'on appelle le product development. Soit on a envie de prendre un peu de recul et de placer ses pions et faire des paris à plus long terme, mais dans ce cas-là, c'est des résultats qui sont plus longs à obtenir. C'est évidemment, et dans les deux cas, avec le risque de se tromper, que ce soit sur une optimisation à court terme ou sur à long terme, il n'y a pas c'est jamais des sciences exactes. Mais après, je pense qu'il n'y a pas une piste qui est moins intéressante que l'autre, dans la mesure où dans tous les cas, on continue d'apprendre tous les jours.
Tu l'expliquais un petit peu au début. Au départ, il y avait une seule personne qui s'occupait un petit peu de tout ce qui était produit, et maintenant, finalement, vous êtes un bon nombre. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est l'évolution qu'on imagine dans le futur pour les métiers produits, finalement, d'être sur un périmètre de plus en plus restreint, puisque les produits vont être de plus en plus gros, c'est ce qu'a souhaité pour les entreprises d'ailleurs? C'est une bonne question, j'y avais jamais réfléchi dans ces termes-là. Et, et en fait, spontanément, je dirais que c'est une évolution qui est naturelle quand une entreprise grandit, dans la mesure où c'est compliqué. Enfin, nous, dans le découpage, on a une personne qui gère les parcours utilisateurs sur la partie login, paiement, enfin conversion, paiement, etc. Et on a d'autres personnes qui se concentrent sur le player. Donc, quand j'écoute de la musique, voilà, il y a une complexité qu'on ne soupçonne pas dans le player. Et entre optimiser un parcours de paiement ou optimiser la façon dont la personne va écouter la musique et les actions qui vont pouvoir être faites dans un écran de verrouillage, c'est juste pas du tout finalement la même chose. Et finalement, c'est des expertises qui se développent. Le risque de ça, c'est de un jour travailler en silo. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de pas forcément avoir trop de monde pour garder une forme de cohérence. Donc je pense qu'au fur et à mesure qu'une entreprise grandit, c'est naturel de démultiplier le nombre de product owners, product managers, parce qu'on a envie d'optimiser. Le risque de ça, c'est qu'en travaillant en silo, il y a les product managers qui eux-mêmes vont avoir plein d'idées de fonctionnalités, qui risquent à terme d'augmenter la complexité du produit, ce qui est au global pas une bonne chose pour le produit en lui-même. Okay. Et souvent, il faut revenir un peu en arrière, prendre du recul et se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et donc, potentiellement, couper des choses et arrêter de faire des choses. Et c'est pour ça que, personnellement, je pense qu'il faut, à un certain niveau, pas forcément avoir trop de monde pour finalement garder un produit simple et éventuellement atomiser le produit. Pour garder, enfin voilà, comme Facebook et Messenger, chaque produit répond à un job qui est clair et ce qui permet de garder les choses simples. Surtout quand on envisage que à terme, là on travaille beaucoup sur des applications mobiles, mais à terme ça a vocation à devenir des services qui sont consommés en fonction d'un contexte. Et encore plus dans ce contexte-là, je pense que c'est important de concevoir les expériences plutôt en termes de est-ce que je réponds au job pour l'utilisateur et garder les choses simples. Ok, c'est super clair. Du coup, une question que j'ai l'habitude de poser à peu près à ce moment-là de l'interview, c'est comment tu te sources, qu'est-ce que tu lis, regardes, etc. sur les métiers produits, l'agilité en général. Dans ton cas, je vais plutôt poser la question sur la partie stratégique. Du coup, tu nous as parlé au départ de sortir un peu du bureau, d'aller voir d'autres choses, de s'ouvrir à plein de marchés, d'industries. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux uns et aux autres, à la fois aux gens qui connaissent pas du tout ces métiers, si jamais ils veulent en faire leur métier, ou aux gens qui font déjà partie, on va dire, de ce milieu-là? Qu'est-ce qui pourrait être le meilleur conseil pour monter en stratégie? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Ne pas hésiter à revenir souvent sur les bases des besoins des utilisateurs. Okay. Parce que même si on sait qu'on le fait, mine de rien, on a tendance un peu à partir loin. Et donc, ne pas hésiter à revenir à ça et à utiliser, du coup, ne pas utiliser que son produit, mais beaucoup utiliser d'autres produits sur une base, après tout dépend du business, mais utiliser d'autres produits sur une base quotidienne pour vraiment... parce que certes, c'est important d'avoir du recul et de voir les choses en grand, mais le diable est dans les détails. Et souvent, le choix, l'utilisateur va faire un choix d'un produit à un autre, ça dépend évidemment de la pression marketing, etc., mais ça dépend aussi de à quel point le produit est bon dans le détail. Et ça, il n'y a qu'en allant voir ailleurs qu'on se rend compte de à quel point d'autres peuvent être bons sur des détails, à quel point nous-mêmes on peut ne pas être bons sur certains détails. Et c'est vraiment du coup ne pas rester concentré sur l'optimisation ou sur
sortir de nouvelles choses sur son produit, mais voir est-ce qu'on est bon sur la base et est-ce que cette base, on la maîtrise parfaitement. Et ça, utiliser d'autres choses, ça permet de voir ça. Et après, s'aérer, moi, ce que je fais, c'est que je suis advisor pour des startups sur des industries qui n'ont rien à voir. D'accord. Et ça aide en fait à prendre du recul aussi. Et des fois, ça m'arrive de me rendre compte que je donne un conseil que je respecte ou que je respectais pas forcément. Ok. Et là, je me dis, ah oui, je leur dis ça, mais je devrais m'occuper de moi aussi. Ok. Et c'est un bon moyen aussi de se forcer en fait à avoir du recul sur les projets des autres et s'écouter parler. On se dit, ah, mais moi aussi, il faut que je fasse attention à ça. Et évidemment, après, la base, c'est aller. Il y a plein d'événements qui sont intéressants. Moi, j'étais à Slush en Finlande début décembre, que j'ai trouvé génial comme conférence. Et après, à Paris, il y a à Paris et d'autres villes d'ailleurs, il y a plein d'événements qui s'organisent spontanément. Discuter, ce que je fais aussi, c'est que je discute. Récemment, j'ai déjeuné avec l'équipe produit de Blablacar, juste pour échanger avec eux sur nos difficultés, voir comment est-ce que eux ils traitent, justement comment est-ce que eux organisent leurs équipes, etc. Et je pense que justement, comme le métier de product manager est relativement récent, mine de rien, il y a une communauté comme toi qui est très active. Et donc, continuer de discuter avec ces gens-là, c'est toujours intéressant. Ok. Donc, si je résume, revenir aux fondamentaux, s'ouvrir, aller vers d'autres choses, la concurrence, d'autres industries, d'autres boîtes, et puis de temps en temps faire des exercices sur l'humilité, aller voir si on applique bien les conseils qu'on donne potentiellement à d'autres. Exactement. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Un dernier mot, je pense que ce qui est important, c'est... j'avais lu une statistique qui était très intéressante sur le métier de product manager, c'était qu'on passe 50% de notre temps à dire non. Donc, dans des entreprises, je pense quelle que soit la taille, avoir la responsabilité du produit, mine de rien, c'est une responsabilité assez grande. Et en face de nous, il y a toujours des gens qui savent, toujours des gens qui ont des idées. Et donc, c'est parfois difficile, mais il faut savoir dire non, il ne faut pas hésiter. Et pour réussir à dire non, plus la vision est claire et plus on est clair avec ce qu'on veut faire et pourquoi est-ce qu'on le fait, plus c'est facile de dire non. Okay. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai pu apprendre au fil des années, c'est maîtriser l'art de la négociation, de savoir dire non. Et en fait, je me suis dit, ça, en fait, plus j'avais les idées claires, plus c'était facile à faire. Ok. Donc c'est pas forcément une histoire d'argument, mais c'est plus une histoire de clarté, en fait. Évidemment, c'est les arguments, parce que si les arguments tiennent, c'est plus facile, mais c'est aussi avoir les idées claires. Et avoir les idées claires, c'est pas forcément évident quand le marché bouge très vite, quand il y a plein d'idées à la seconde. Et mine de rien, avoir les idées claires, c'est un prérequis pas si évident que ça à atteindre. Bon, mais écoute, sur ces belles paroles, Julie, je te remercie de ton temps, de tes réponses et de tes conseils. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.